Au 63 Via Conciliazione, la pénombre du petit matin romain n'a pas encore cédé face à la chaleur de l'été. À 6h14 précis, ce 1er juin 2026, le silence du bureau du cardinal Raymond Burke n'est interrompu que par le glissement d'un papier épais. Une enveloppe sans timbre, sans nom d'expéditeur, déposée sans le moindre bruit. À l'intérieur, 3 pages dactylographiées sur papier à en tête du Saint-Siège. Pas d'avertissement, pas de formule de politesse. Uniquement une prose froide, rigoureuse, articulée comme un verdict. Burke lit la première page sans bouger. La seconde accélère son souffle. Lorsqu'il parvient à la 3e, la pièce semble s'être rétrécie. Ce document ne vise pas un fonctionnaire anonyme de la Curie. Il pointe directement vers le Saint-Père, le pape Léon. Ce qui s'est joué à huis clos dans les couloirs du Vatican vient de franchir le seuil des appartements cardinaux, marquant le début d'un affrontement dont personne ne peut mesurer l'onde de choc. Dans la discrétion de la Domus Sanctae Martae, le pape Léon préparait depuis des semaines une décision capable de faire vaciller l'équilibre séculaire du pouvoir pontifical. Son intention ? Confier la direction du dicastère pour la communication à Elena Moretti, une Italienne de 61 ans, sans voile, sans vœux, sans ordination sacerdotale. Le profil de cette femme de la société civile rendait l'initiative impossible à réduire à une simple opération de communication. Fille d'un facteur et d'une enseignante de catéchisme des quartiers populaires de Milan, Moretti s'est forgé un nom dans les hautes sphères politiques européennes, conseillant des chefs d'État et publiant des travaux de référence sur la transparence institutionnelle. Elle maîtrise la bureaucratie, la diplomatie moderne et les rouages de la puissance médiatique. Pourtant, au sein de la Curie, la maîtrise technique de Moretti suscite une crainte d'une toute autre nature. Le dicastère pour la communication ne se contente pas de publier des communiqués. Il supervise Vatican News, Radio Vatican, l'Osservatore Romano, les réseaux sociaux officiels et toute la machinerie numérique par laquelle le Saint-Siège s'adresse à 1,3 milliard de fidèles. Celui qui dirige cet organe tient la voix publique de l'Église. Et pour la première fois dans l'histoire, cette responsabilité ne reviendrait ni à un évêque, ni à un prêtre, ni à une religieuse, mais à une laïque entrant avec sa mallette dans un système façonné depuis des siècles autour de l'autorité cléricale. Alors que le projet pontifical prend forme, la résistance s'organise déjà dans l'ombre des résidences discrètes et des conversations à voix basse. Le droit canonique devient le langage officiel de l'opposition. Mais sous les citations juridiques se cache un enjeu bien plus vaste, le précédent. Si le pape Léon peut confier un tel dicastère à une laïque, quel office sera le prochain ? La question hante les cardinaux conservateurs. Les nominations antérieures de sœur Raffaella Petrini ou de sœur Simona Brambilla avaient déjà suscité des inquiétudes, mais toutes deux appartenaient à des ordres religieux. Moretti, elle, n'a aucun statut consacré. Dans le vocabulaire strict du Vatican, elle est une civile. Le basculement décisif s'est opéré la nuit du 28 mai, au 3e étage de Sainte-Marthe, lors d'une réunion restreinte entre le pape Léon, Monseigneur Edgar Peña Parra et le futur cardinal Timothy Radcliffe. Face aux avertissements de Peña Parra sur la sévérité de la réaction conservatrice, Léon est resté imperturbable, écoutant en silence. À la question de savoir d'où viendrait la contestation, l'archevêque a répondu sans détour, de ceux qui estiment que cette autorité doit impérativement rester entre les mains d'un clerc. Le souverain pontife a tranché, imposant un embargo de 6 jours sur l'annonce. Mais le 30 mai, une fuite orchestrée depuis la secrétairerie d'État vers une agence de presse catholique fait voler le silence en éclats. En quelques heures, l'information embrase Rome. Le cardinal Gerhard Müller contacte immédiatement le cardinal Robert Sarra. Durant 47 minutes d'un entretien sous haute tension, un mot revient de façon obsessionnelle, le précédent. Pour ces hommes de doctrine, l'enjeu ne réside pas dans le CV d'Elena Moretti, mais dans la brèche théologique ainsi ouverte. Si la frontière entre les ordres sacrés et l'autorité administrative s'effondre au dicastère pour la communication, pourra-t-elle tenir demain face à la congrégation pour la doctrine de la foi ou lors de la désignation des futurs évêques ? L'affrontement n'est plus une divergence administrative, il est devenu une guerre pour la nature même du pouvoir dans l'Église. Le 31 mai,
le cardinal Burke atterrit à Rome au terme d'un vol de nuit depuis les États-Unis. Il sollicite immédiatement une audience auprès du pape, mais la réponse est un refus net. L'agenda pontifical est complet. Burke se tourne alors vers le secrétaire d'État, Pietro Parolin, qui ne lui accorde qu'une rencontre protocolaire de 15 minutes. Dans la diplomatie vaticane, un créneau si restreint est un signal limpide. Debout dans le bureau du palais apostolique, Burke pose un dossier sur le bureau de Parolin, affirmant que la nomination viole directement le canon 129 du droit canonique en liant le pouvoir de gouvernement aux ordres sacrés. Sans toucher le dossier, Parolin réplique en citant la partie exacte du texte négligée par le cardinal. Les laïcs peuvent coopérer à l'exercice de ce pouvoir. Face à l'agacement de Burke qui dénonce une simple interprétation, Parolin le fixe droit dans les yeux et rappelle que l'interprétation du pape est la seule qui compte dans l'Église. Burke sort en silence. Pourtant, cette même nuit du 31 mai, un rapport anonyme de 12 pages commence à circuler secrètement au sein d'un groupe restreint de cardinaux. Élaboré dans l'ombre par un canoniste proche de Burke, relu par le cardinal Muller et transmis avec l'aide d'un archevêque en retraite, ce texte technique et rédigé sur un ton glacial affirme que placer une laïque à la tête d'un dicastère constitue une rupture consommée avec la tradition sacrée. En moins de 24 heures, le document touche 7 cardinaux, dont 3 y apposent aussitôt leur signature. Le 1er juin au matin, alors que le pape Léon achève sa messe privée dans la chapelle de Sainte-Marthe, Monseigneur Paolo Breida lui remet une copie imprimée. Léon lit les 2 premières pages debout près du banc, puis demande combien de cardinaux ont signé. Breida répond d'une voix tendue. 3, peut-être 4. Le pape reconsidère le document, non pas comme un homme blessé par une fronde, mais comme un stratège évaluant la force de l'adversaire. Il demande le nombre total de cardinaux. 226, répond le monseigneur. Léon replie la feuille, la glisse dans son livre de prière et murmure doucement. 3 sur 226, ce n'est pas une opposition, c'est juste du bruit. Mais dans les couloirs du Palazzo Pio, ce bruit crée une onde de choc immédiate. Les employés du dicaster pour la communication basculent dans l'anxiété face à l'absence de confirmation officielle. Les portes des bureaux se ferment plus tôt qu'à l'accoutumée, les discussions s'interrompent brutalement au passage des prélats et 2 cadres moyens déposent leur demande de mutation sans fournir d'explication. À 11 heures précises, le chef de service en poste depuis près de 4 ans est convoqué d'urgence à la secrétairerie d'État où on lui informe sans ménagement que son poste est restructuré et qu'il sera réaffecté comme conseiller le 3 juin. À sa question de savoir s'il s'agit de performance ou de politique, la réponse tombe, glaciale. Il s'agit de l'avenir de l'Église. Le prêtre regagne son bureau, ferme la porte et ne réapparaît plus de la journée. À 19h30, Barbara Jatta, directrice des musées du Vatican et l'une des femmes les plus influentes du Saint-Siège, sollicite un entretien privé avec le pape. Jatta soutient la nomination d'Elena Moretti, mais elle vient mettre en garde le souverain pontife contre la nature réelle de la résistance vaticane. Une opposition courtoise, silencieuse, qui s'exprime par des invitations oubliées et un isolement progressif. Elle souligne qu'à la différence des religieuses, Moretti entre dans la curie comme une professionnelle laïque, sans le voile ni les vœux pour la protéger symboliquement. Jatta insiste. Si le pape veut qu'elle réussisse, il ne doit pas lui accorder une autorité cérémonielle entourée d'approbation cléricale à chaque décision, mais la même autorité exécutive réelle qu'a un préfet masculin. Léon écoute, puis répond que son choix ne vise pas à poser un geste symbolique, mais à placer une personne capable de gouverner. Le 2 juin, le bureau de presse du Vatican publie une brève note informant qu'une nomination historique aura lieu le lendemain matin, propulsant le conflit sous le feu des projecteurs mondiaux. L'archevêque Carlo Maria Vigano, excommunié pour schisme en 2024, réagit depuis un lieu secret par une déclaration virulente qualifiant cette décision d'attaque directe contre le sacerdoce, un appel relayé plus de 400 000 fois en 6 heures sur les réseaux sociaux. De son côté, le cardinal Burke publie une déclaration plus mesurée, mais juridiquement ferme, appelant à des consultations approfondies avant toute officialisation. Lorsque Monseigneur Breida lui présente ce texte au milieu des préparatifs, le pape Léon s'arrête d'écrire et remarque sans colère que Burke a eu 2000 ans pour réfléchir. À l'interrogation de Peña Parra sur un possible report, le pape tranche net.
Différer l'annonce s'apparenterait à un recul politique. Pendant que la tension monte au palais apostolique, Elena Moretti arrive à Rome par un vol commercial en provenance de Bruxelles, sans délégation d'accueil ni escorte officielle. Elle prend un taxi, gagne un hôtel modeste près de la Piazza Navona et dîne seule dans un restaurant de quartier, inconnu des clients qui l'entourent. À 21h15, son téléphone sonne. L'archevêque Peña-Parra l'informe que la publication est fixée au lendemain 10h30 et lui demande si elle est prête. Riche de 23 ans de négociations au sein des institutions européennes, Moretti répond avec une assurance sobre qu'elle pense pouvoir survivre à quelques cardinaux mécontents. Peña-Parra recadre aussitôt la gravité du moment. Rome n'est pas Bruxelles, et ces hommes écrivent sur la doctrine et l'éternité. Restée seule, Moretti contemple les dômes illuminés, repensant à sa mère, enseignante de catéchisme pendant 3 décennies, avant de régler son réveil à 6h01. Le 3 juin se lève sous un ciel gris et froid sur la place Saint-Pierre. À 9h45, Elena Moretti franchit la porte Sainte-Anne, vêtue d'un costume bleu foncé, une petite croix de platine au cou et sa mallette de cuir à la main. 2 gardes suisses se figent au garde-à-vous tandis qu'elle avance d'un pas calme. À 9h55, le pape Léon entre en personne dans la salle de presse de la Via della Conciliazione, un geste rarissime qui impose immédiatement un silence absolu. Sans note ni hésitation, le pape parle pendant exactement 4 minutes et 12 secondes, affirmant que l'Église n'appartient pas à son clergé, mais à tout le peuple de Dieu, et déclarant qu'il est temps d'accorder aux femmes l'autorité de diriger. Nommant officiellement Elena Moretti à la tête du dicaster, Léon précise qu'elle exercera un commandement plein et entier, avant de prononcer la phrase qui verrouille toute contestation future. Elle répond devant moi, et je réponds devant Dieu. Alors que la salle s'embrase sous les questions des journalistes et qu'un reporter d'IWTN quitte les lieux en signe de protestation, Moretti prend la parole avec une fermeté calme, déclarant qu'elle n'est pas là pour faire l'histoire, mais pour travailler. Interrogée sur les critiques de Burke, elle répond que le respect mutuel n'exige pas de s'aligner et que le désaccord ne doit pas paralyser l'action, suscitant un très léger hochement de tête d'approbation du souverain pontife. À midi, l'événement fait la une des télévisions du monde entier, suscitant des réactions contrastées de Manille à Buenos Aires. Mais dans la curie, l'opposition s'organise de manière méthodique. Le cardinal Gerhard Müller accorde une interview où il évoque en termes théologiques le risque de voir les loups entrer dans la bergerie. À 18h, la sœur Raffaella Petrini informe Moretti qu'une réunion secrète s'ouvre chez le cardinal Sarra. Durant plus de 2 heures, 7 cardinaux conviennent d'une stratégie tripartite. Demander une audience formelle au pape, saisir le conseil pontifical pour les textes législatifs et mobiliser discrètement des évêques en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud pour endiguer la portée du modèle. Le 4 juin à 16h précises, le cardinal Burke franchit seul le seuil de la bibliothèque privée du palais apostolique pour une confrontation décisive de 53 minutes. Sans le moindre conseiller présent pour en atténuer la portée, la pièce devient le théâtre d'un choc frontal entre 2 visions de la foi. Pendant 12 minutes, le cardinal déroule une argumentation méthodique fondée sur le droit canonique et les écrits de Benoît XVI sur la complémentarité, parlant d'un ton posé, sans hostilité apparente. Le pape Léon écoute sans l'interrompre une seule fois. Puis, se levant lentement de son fauteuil, le souverain pontife s'approche de la grande fenêtre offrant une vue majestueuse sur la place Saint-Pierre baignée par la lumière du soir. Se retournant vers son interlocuteur, Léon engage le dialogue avec une gravité réfléchie, affirmant que l'Église ne perd pas ses fidèles à cause de ses dogmes, mais parce qu'elle apparaît déconnectée de la réalité créée par Dieu. Lorsque Burke tente d'intervenir, le pape lève la main droite d'un geste mesuré mais d'une fermeté absolue, imposant un silence instantané dans la pièce. Poursuivant d'une voix austère, le Saint-Père assène que le droit canonique est un outil au service des fidèles et non une prison pour l'esprit, et que s'il ne remplit plus sa mission, il doit être amendé sans hésitation. Face au désarroi du cardinal qui l'accuse de fissurer les fondations hiérarchiques, Léon réplique sans fléchir qu'il cherche au contraire à ramener l'institution à sa vocation première. Burke déclare alors l'impossibilité pour lui de soutenir une telle orientation, ce à quoi le pape rappelle froidement le devoir de respect dû à l'autorité du berger, avant que le cardinal ne quitte les lieux dans un silence total pour regagner les États-Unis.
Cette nuit-là, le conflit franchit une nouvelle étape lorsqu'un courriel anonyme émanant de la Curie transmet le document théologique de 12 pages à 37 évêques à travers le monde, incitant les pasteurs à diffuser le texte auprès des prêtres de paroisse. En moins de 48 heures, la note d'opposition se propage sur les réseaux et les sites catholiques, traduite en 9 langues. Léon comprend la manœuvre. Si l'opposition ne peut annuler le décret d'un point de vue juridique, elle cherche à susciter une contestation diffuse que Rome ne pourra étouffer. Pendant ce temps, au 3e étage du Palazzo Pio, Elena Moretti prend possession de ses fonctions au milieu de locaux encore impersonnels. Reçue brièvement par la sœur Simona Brambilla, la première femme ayant exercé une haute responsabilité à la Curie, Moretti intègre 3 préceptes fondamentaux. Ne jamais manger seul afin de tisser des liens humains avec ses équipes, garder une discipline émotionnelle absolue face aux provocations et surtout ne jamais s'excuser d'être là. À 14h15, lors de sa première réunion d'équipe devant 43 collaborateurs majoritairement prêtres, Moretti s'installe en bout de table et recadre d'emblée la situation avec une neutralité professionnelle irréprochable. Affirmant qu'elle n'est là ni à titre temporaire, ni comme un symbole décoratif, elle plonge immédiatement dans l'examen des données d'audience de Vatican News, transformant l'atmosphère de la pièce par la rigueur de son approche. Au terme de cette journée éprouvante, alors qu'une photo de son arrivée à la porte Sainte-Anne circule sur Internet assortie d'attaques virulentes, Elena Moretti reste seule à son bureau, sous la lumière d'une lampe de travail. Elle finalise un mémorandum interne de 3 paragraphes intitulé simplement « Se mettre au travail ». Sans déclaration d'intention pompeuse ni célébration, le texte fixe les objectifs opérationnels des 30 prochains jours. À travers les fenêtres du Palazzo Pio, le dôme de Saint-Pierre se détache dans la nuit romaine. L'épreuve de force est désormais engagée, gravée dans la réalité quotidienne du Vatican. Le décret est signé, les portes sont ouvertes et l'exercice du pouvoir a commencé. À l'approche du milieu de la nuit du 4 juin, alors que les débats continus agitent les états-majors ecclésiaux à travers plusieurs continents, la lumière du bureau d'Elena Moretti au Palazzo Pio reste la seule éclairée de l'étage. Autour d'elle, les piles de rapports d'activité, les annuaires du personnel et les données de trafic numérique de l'appareil médiatique du Vatican témoignent de la métamorphose en cours. L'ambition de ce premier mémo de 3 paragraphes, sobrement intitulé « Se mettre au travail », marque une rupture profonde avec la tradition des grandes déclarations d'intention. En se focalisant exclusivement sur des indicateurs précis, l'évaluation des performances et la réorganisation des calendriers de réunion pour les 30 jours à venir, Moretti substitue l'efficacité administrative aux querelles idéologiques. Dans un système façonné par la rhétorique et les symboles, cette banalité fonctionnelle devient l'arme de transformation la plus redoutable. Dans les couloirs du Vatican comme dans les paroisses du monde entier, cette présence concrète altère irréversiblement la perception de l'autorité. Jusqu'alors, les femmes enseignaient le catéchisme, géraient les œuvres caritatives et assuraient la subsistance matérielle des communautés locales sans jamais accéder aux leviers de décision institutionnelle. Désormais, l'existence d'une laïque à la tête d'un dicastère, disposant d'un budget officiel, d'un personnel sous ses ordres et d'une ligne directe avec le souverain pontife, transforme ce qui était jusqu'ici considéré comme une utopie ou une menace théorique en une réalité de gestion quotidienne. Pour les milieux conservateurs, cette mutation irréversible ébranle la frontière entre ministère ordonné et administration. Pour les partisans des réformes, elle constitue le point de non-retour à partir duquel toutes les futures structures de gouvernance devront être repensées. Sur le terrain, les retombées de cette confrontation ne s'effacent pas avec le départ des caméras. La résistance des prélats ne s'est pas évanouie. Le document théologique de 12 pages continue de circuler discrètement parmi les évêques, et 7 cardinaux influents restent résolus à surveiller les moindres décisions de la nouvelle préfète pour en limiter la portée. Mais le pape Léon a instauré un fait accompli théologique et juridique. En rappelant avec fermeté au cardinal Burke que le droit canonique doit demeurer un instrument vivant au service de la mission de l'Église plutôt qu'un carcan figé, le souverain pontife a redéfini les termes de l'obéissance ecclésiale.
Les décisions signées par Elena Moretti suivent désormais le circuit officiel des décrets pontificaux, s'imposant à une bureaucratie qui doit apprendre à coopérer avec une autorité civile. Au-delà des batailles doctrinales, des intrigues de couloir et de la frénésie des médias internationaux, le récit ramène à la simplicité d'un destin individuel. Loin des spéculations sur l'avenir du catholicisme, une femme seule dans un bureau romain éteint la lumière à une heure tardive. Avant de fermer son dossier, les pensées d'Elena Moretti s'éloignent un instant de la curie pour revenir à Milan, vers le souvenir de sa mère qui avait enseigné la foi pendant 31 ans à des générations d'enfants, sans jamais imaginer que sa fille franchirait un jour les portes du Vatican pour y exercer une responsabilité exécutive. En réglant son réveil pour le lendemain matin, Moretti ne cherche plus à justifier sa présence ni à répondre au bruit du monde. La porte du Saint-Siège s'est refermée derrière elle, et la véritable transformation commence désormais dans le silence quotidien du travail accompli.